Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous accueillir pour ce troisième webinaire autour de l'actualité dans les déficits immunitaires primitifs, en partenariat avec notre centre de référence, le CEREDI. Ce nouveau rendez-vous est consacré aujourd'hui à l'actualité dans les déficits immunitaires chez l'enfant. Je remercie bien évidemment notre partenaire CSL Behring pour leur soutien institutionnel à la concrétisation de ce projet. En préambule, quelques mots sur l'association. Nous avons été créés en 1998 et donc avons une existence d'un peu plus de 20 ans. Reconnus d'utilité publique en 2007, nous sommes également membres de l'agrément des usagers du système de santé. Notre mission, c'est de représenter les patients atteints de déficit immunitaire primitif au niveau national et nos actions se déclinent autour de 3 axes. Favoriser le diagnostic et la prise en charge, soutenir les patients et leurs familles, représenter les patients. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous faire un focus sur une action qui mobilise l'association depuis 2014 et qui nous tient particulièrement à cœur, l'extension du dépistage néonatal des déficits immunitaires combinés sévères. La France est l'un des rares pays à s'être doté d'un plan maladie rare. Ce dispositif nous est envié par bon nombre de pays européens. Et pourtant, malgré un investissement d'1 million d'euros, un projet pilote financé, lancé par une équipe nantaise mobilisée et impliquée, l'inclusion de 200 000 nouveau-nés dans le programme, nous sommes toujours dans l'attente de la décision de la Haute Autorité de Santé concernant l'inclusion ou non du dépistage des DICS dans le protocole national. Pourtant, Dépistrec a non seulement démontré la pertinence d'un tel diagnostic, mais aussi et surtout sa faisabilité à grande échelle, en se calquant sur le circuit de dépistage néonatal déjà existant pour les 6 autres maladies. À l'annonce du 3e plan maladie rare en 2018, nous avons eu l'espoir que le dossier s'accélère, car l'ambition affichée de ce nouveau plan était de permettre un diagnostic et un traitement pour chacun, avec l'objectif de dépister plus précocement les maladies en facilitant la mise en place de nouveaux dépistages néonataux. Mais comme vous pouvez le constater sur cette diapositive, le temps administratif n'est pas celui du patient. Nous restons bien évidemment attentifs et mobilisés sur l'évolution de ce dossier. Sans plus attendre, je passe la parole à notre orateur du jour, le docteur Nizar Malawi, qui évoquera cette problématique. Donc, le docteur Nizar Malawi est médecin pédiatre au service immunohématologie de Necker et également responsable du centre de référence, le CEREDI. Je vous rappelle qu'il vous est possible d'interagir sur le chat ainsi que dans l'onglet questions et réponses qui se trouve en fonction de la configuration de votre écran, soit en haut, soit sur le côté. Très bon webinaire. Merci beaucoup Virginie, merci à Iris et à CSL Behring d'avoir organisé ce webinaire et de m'avoir proposé d'intervenir. Il y a 2 jours, nos collègues du CHRU de Strasbourg en médecine interne, les professeurs Korganov et le docteur Aurélien Dufroy, nous ont parlé des actualités dans les DIP de l'adulte. Et aujourd'hui, j'ai été invité à plutôt vous parler des DIP de l'enfant. C'est donc un florilège des présentations sur ce domaine-là qui ont eu lieu lors du congrès en ligne de l'ESI, de la Société européenne des déficits immunitaires, qui a eu lieu en octobre 2020. Voilà, donc évidemment, bonsoir à toutes et à tous et merci d'être parmi nous. On est un petit peu plus une petite quinzaine, donc on est ensemble pour une petite heure maintenant. Voilà, donc je pense que vous voyez les diapositives. Je vais donc vous parler, comme l'a très bien introduit Virginie, du dépistage des déficits immunitaires combinés sévères, ou SCID en anglais, du syndrome d'activation macrophagique et des actualités dans le domaine, et puis un point sur la thérapie génique dans les DIP. Alors, le dépistage néonatal, ou newborn screening en anglais, il y a eu deux présentations principales, l'une de la présidente du groupe international des infirmières référentes pour les déficits immunitaires. La présidente est aux USA, et puis Bobby Gaspard, qui est professeur de pédiatrie en Angleterre, et qui est aussi le Chief Scientific Officer
d'une industrie dans le domaine de la thérapie génique. Alors, les déficits immunitaires combinés sévères ou SCID, c'est une urgence diagnostique et thérapeutique en pédiatrie, 100% de mortalité avant l'âge d'1 an si le diagnostic n'est pas fait. Et la mortalité est essentiellement infectieuse. Alors, infectieuse de tous les germes possibles, les virus, les bactéries, les champignons, les protozoaires également, et ce sont des infections gravissimes ou d'intensité modérée, mais répétées et difficiles à contrôler. Donc là, vous voyez un enfant dénutri, à gauche une radiographie de thorax avec une pneumopathie interstitielle qui fait référence à une pneumocystose, à droite un fond d'œil avec une rétinite à CMV. C'est une pathologie qu'on connaît maintenant depuis les années 50 et 60. Alors, il y a une vingtaine de gènes responsables du phénotype SCID. En France et en Europe, le gène principal est celui qui affecte la chaîne gamma du récepteur de l'interleukine 2, mais en fait, il y a des mutations qui interviennent à toutes les étapes de l'ontogénèse lymphocytaire, à partir au stade intramédulaire, comme pré-thymique ou même ou perthymique. Et donc, il y a une altération de la production des lymphocytes T ou des lymphocytes T naïfs pour certaines formes un peu particulières. Mais il peut aussi y avoir une altération des lymphocytes B et des lymphocytes NK. Donc, par définition, on parle de SCID typique quand il y a moins de 300 lymphocytes T par microlitre de sang et que ces lymphocytes T sont autologues, c'est-à-dire que ce ne sont pas ceux de la maman. Il faut aussi qu'évidemment la fonction de la lymphocyte T soit altérée et que l'on recherche bien évidemment si les lymphocytes T sont ceux de la maman ou pas. Et on trouve assez souvent quand même une cause génétique de SCID, puisque maintenant plus de 90% des patients ont un diagnostic moléculaire. Alors, il y a une forme qui s'appelle le leaky SCID en anglais, ou SCID atténué, entre guillemets, avec des mutations permissives qui autorisent un certain degré d'ontogénèse T, et donc la présence d'un taux certes diminué, mais moins que dans les SCID de lymphocytes T, avec une fonction qui peut être moins altérée. Il n'y a pas de lymphocyte T maternelle, et on trouve des mutations ditypomorphes dans les gènes qui sont habituellement ceux rencontrés dans les SCID. Et puis il y a une forme particulière qui s'appelle le syndrome de Homen, et là il y a une population T oligoclonale, avec une restriction clonale d'une population de lymphocytes T CD3. Il y a souvent une hyperéosinophilie et une élévation importante des IgE dans le plasma, et cliniquement c'est accompagné d'une érythrodermie parfois extrêmement importante, une perte de la pilosité, voire même des cheveux, des adénopathies et une hépatosplénomégalie. Et dans ce cas-là, il faut non seulement faire une greffe de moelle osseuse ou une thérapie génique chez ces patients, mais d'abord calmer cette hyperinflammation par des médicaments immunosuppresseurs. Donc, on aggrave le déficit immunitaire à ce moment-là. Alors, la greffe de cellules souches hématopoïétiques permet de guérir ces enfants de manière définitive. Il peut parfois persister un certain degré d'altération de la production anticorps chez certains de ces patients, mais en tout cas, ça leur permet d'avoir une vie soit parfaitement normale sans médicaments, soit partiellement normale avec une substitution par immunoglobine au long cours. Alors, un des facteurs principaux, c'est évidemment l'âge à la transplantation, et c'était bien connu, même sur les données de registre européen SCETID publié en 2003, où on voyait que plus la transplantation était faite précocement, donc avant l'âge de 6 mois, et meilleur était le résultat, et également le type de SCID et la présence d'une infection pulmonaire. Donc ça, c'est des données un petit peu anciennes maintenant, et on a pu mettre en évidence qu'il y avait même un cut-off à l'âge de 3 mois et demi. C'est nos collègues américains qui l'ont publié il y a maintenant quelques années. Et puis le fait qu'il y ait des infections actives au moment de la greffe, c'est un facteur très péjoratif, très important dans le devenir
post-greffe. Donc, on retrouve les données qu'on avait déjà identifiées sur les séries précédentes. Et en fait, de là, ce travail rétrospectif où on comparait les cas index par rapport aux cas suivants dans des familles multiplexes, et on se rendait compte que quand il y avait des cas identifiés dans la famille par le biais d'un cas index, eh bien, le devenir n'était pas du tout le même, puisque à gauche, les premiers-nés, on voit qu'il y avait 35% de mortalité avant transplantation, et que malgré la transplantation, eh bien, on n'avait que 40% de survie. Et à droite, les patients pris finalement en charge dès la naissance, soit sur un diagnostic prénatal, soit sur un diagnostic néonatal très précoce du fait du cas familial, eh bien, on arrivait à une survie qui était cette fois-ci de 90%, et on les a amenés même quasiment tous à la greffe, un seul décès sans avoir pu être allé à la greffe, et ça sur 60, et donc 59 patients ont pu être amenés à la greffe avec 90% de survie. Donc c'est un travail rétrospectif sur une série anglaise publiée par l'équipe de Bobby Gaspard, et ça a été aussi un des facteurs qui a pu faire que le dépistage néonatal a semblé être une étape extrêmement importante. Et ça a été permis par l'identification de ce marqueur qui s'appelle les TREX, en anglais pour T-cell receptor excision circles, qui est donc en fait un produit de dégradation des TCR quand il y a de la production des lymphocytes T naïfs. Et donc ce produit qui n'est pas biologiquement actif est quantifiable. Et quand la quantification montre que le taux est élevé, alors cela veut dire que la production de lymphocytes T et bien sûr de lymphocytes T naïfs est tout à fait satisfaisante, et ça permet d'exclure un déficit immunitaire sur les lymphocytes T. Et en revanche, quand il est nul ou très très bas, cela oriente fortement vers la possibilité d'un déficit immunitaire combiné sévère. Donc, dans la deuxième moitié des années 2000, ça a pu être mis en place dans les premiers États américains. Et puis ensuite, petit à petit, les 50 États américains ont screené tous. Et depuis maintenant quasiment 5 ou 6 ans, les 4 millions de bébés qui naissent aux États-Unis sont tous dépistés à la naissance par ce test-là. Alors évidemment, c'est un test de dépistage, ce n'est pas un test de diagnostic. Pour le diagnostic, il suffit de faire non seulement une numération formule sanguine qui pourrait montrer, mais ce n'est pas systématique, une lymphopénie globale. Il faut, pour le confirmer formellement, faire un phénotypage lymphocytaire qui quantifie les lymphocytes T, B et NK, et idéalement aussi les lymphocytes T naïfs, et c'est une simple prise de sang et une analyse par cytométrie de flux très facilement réalisable. Et dans un deuxième temps, faire une exploration génotypique pour identifier les causes moléculaires. Justement, en termes de causes moléculaires, à gauche, vous voyez les données européennes par rapport aux données américaines depuis la mise en place du dépistage, et on voit que, je vous disais, la forme la plus fréquente, la cause génétique la plus fréquente, c'est celle qui est liée à l'X, SCID-X1, et en fait, on retrouve dans la population des bébés dépistés à la naissance finalement un taux de 19, une fréquence de 19%, donc ça reste quand même prédominant, mais ça rejoint des taux comparables on a des taux comparables pour, par exemple, des mutations dans RAG1 à 15%, ou pour d'autres gènes comme gènes codant pour l'ADA. Et on a 23%, donc c'est ici à gauche sur ce panel, je pense que vous voyez ma flèche, de causes non identifiées, non identifiées encore. Et ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on attrape, entre guillemets, des bébés qui ont un déficit immunitaire, alors pas forcément un SCID complet, mais des patients qui ont une lymphopénie profonde, ou suffisamment marquée pour avoir un taux de TREC bas, et qu'il va falloir en tout cas suivre de très près dans un circuit d'immunologie pédiatrique expert pour s'assurer des explorations réalisées, puis de l'évolution clinique, et éventuellement, bien sûr, le cas échéant, d'adapter la thérapeutique
à l'évolution clinique et aux résultats des explorations qui ont été faites. Alors, c'est intéressant parce que quand on prend cet article qui fait une synthèse des données publiées de l'activité du dépistage néonatal en Californie, qui est évidemment un État américain avec une grosse population, et puis c'est un des États où les collègues ont été pionniers, eh bien, on se rend compte qu'ils ont pu trouver, bien sûr, des skids typiques, des skids atténués, et puis des formes de Dijorge. On sait que dans le syndrome de Dijorge, 1% des patients présentent un skid. Et puis, il y a des formes dites variantes SKID ou bien KID, c'est-à-dire des formes moins sévères que les typiques ou les liquides. Et puis des syndromes, alors Dijorge, alors non complets, avec présence d'un thymus et une production résiduelle de lymphocytes T, trisomie 21, ataxie télangiectasie, dans quelques rares cas. Et puis des lymphopénités secondaires à d'autres pathologies, alors par exemple à des pathologies cardiaques, à des cardiopathies, à des maladies gastro-intestinales comme des lymphangiectasies par exemple, et puis d'autres causes beaucoup plus anecdotiques. Et puis, bien sûr, la prématurité joue un rôle, et donc le taux de TREC chez des enfants qui sont prématurés doit être recontrôlé quand le bébé se rapproche de 37 semaines d'aménorrhée en âge corrigé. Alors au niveau mondial, vous voyez, c'est sur cette carte-là qui est tirée d'un outil très précieux que HIPOPI, l'Association mondiale des patients avec un déficit immunitaire, a développé, qui s'appelle le PID Life Index. Je vous invite à en prendre connaissance. Il y a d'autres éléments que le dépistage néonatal. Vous voyez peut-être la substitution par immunoglobuline, par exemple, la présence de centres de référence, etc. Et c'est au niveau international. Eh bien, la situation est hétérogène en termes de pays qui ont mis en place ce dépistage néonatal. Aux États-Unis, je l'ai dit, certains pays européens l'ont mis en place, donc au niveau national, donc l'Allemagne, la Suisse, le Danemark, la Norvège, l'Islande et d'autres pays l'ont mis en place, mais seulement au niveau régional, comme en Italie, en Espagne, aux Pays-Bas. Alors, d'autres pays sont en attente de décision par les autorités de santé. La France, cela a été évoqué. Nous avons bon espoir de pouvoir avoir une réponse ou des éléments de réponse, en tout cas supplémentaires, dans les prochaines semaines. Et d'autres pays sont également en attente. Voilà, donc c'est le panorama actuel sur le dépistage néonatal. Maintenant, on peut passer au syndrome d'activation primitif, le syndrome hémophagocytaire. Et donc, au congrès de l'ESID, il avait innové avec une session How I Treat, un peu comme la série qu'il y a dans la revue médicale Blood. Le syndrome d'activation macrophagique primitif est une pathologie qui est connue maintenant depuis le début des années 50 et un papier européen dont capture d'écran est ici montrait le titre familial hémophagocytique réticulosis qui était constamment fatal. Et on peut retrouver des cas similaires quand on prend un peu la littérature dès les années 30. Dans les années 70, il a été décrit un syndrome d'activation macrophagique associé à des infections virales. Et puis, au début des années 80, par notre collègue Jean-Louis Stéphan de Saint-Étienne, des formes associées à des pathologies plutôt rhumatismales comme l'arthrite juvénile. Alors, on a pu progressivement mieux comprendre la physiopathologie jusqu'à une dissection moléculaire dans les années 2000. Et puis, les premiers traitements qui ont montré une efficacité remontent globalement à la fin des années 80, début des années 90, et on va plutôt aborder l'aspect thérapeutique ici, mais après un brin de réexplication de ce que c'est que ce syndrome et puis sa physiopathologie. Alors, les symptômes sont non spécifiques, c'est pour ça qu'on parle de syndrome d'activation macrophagique, donc fièvre, splénomégalie, hépatomégalie, parfois une éruption cutanée, au niveau clinique. Au niveau biologique, une hyponatrémie, une hypofibrinogénémie, une hypertriglycéridémie, souvent une altération des
des enzymes hépatiques. Dans certains pays, on peut doser les cytokines et la forme soluble du CD25, qui est en général élevée. Et il y a des tests immunologiques plus fins sur notamment la dégranulation des lymphocytes NK et l'activité NK qui est altérée. Alors, les premières thérapeutiques qui ont été montrées comme étant efficaces, c'est dans les années, au début des années 80 avec l'utilisation du VP16, l'étoposide, qui est un anti-macrophagique, et c'était le macrophage qui a été considéré comme étant malade dans cette pathologie, et donc ça semblait logique d'utiliser cela. Et il a pu être démontré qu'on pouvait amener des enfants en rémission prolongée, mais avec des rechutes, et même parfois des formes de complications oncohématologiques sous forme de LAM liées à l'utilisation régulière ou répétée de l'étoposide. Ensuite, le protocole international, mais essentiellement européen, HLH 94 puis 2004, a ajouté de la dexaméthasone et de la cyclosporine à différentes étapes et a pu montrer que la survie à 5 ans était meilleure avec l'utilisation de cette combinaison, puisqu'elle pouvait atteindre 59%. Et donc, c'était évidemment quelque chose de très important. Et en fait, le modèle de physiopathologie qui a permis de vraiment bien améliorer la compréhension de ce syndrome a montré, on va même démontrer que finalement, ce n'est pas le macrophage qui est malade, mais c'est le lymphocyte T qui est altéré et qui fait que le macrophage est stimulé. En situation, disons, normale, après une infection virale, il y a une multiplication clonale de lymphocytes T activés, donc qui s'expandent. Et donc, il y a une production de cytokines, notamment d'interféron gamma, on y reviendra après, et qui va permettre de faire l'acquérance de l'agent d'infection, en l'occurrence le virus, par les macrophages. Et la réponse immunitaire se termine, il y a une contraction lymphocytaire T et une mémoire avec, en cas de réinfection, une réexpansion clonale plus rapide et une clairance du virus plus rapide aussi. Chez les patients qui ont donc une altération, qui développent un HLH, un centre d'activation macrophagique, les phases initiales sont les mêmes, mais il n'y a pas de cytolyse. Donc, la boucle de rétrocontrôle fait qu'il y a un message de persistance de l'infection, et donc il faut augmenter la réponse immunitaire en multipliant les lymphocytes T, CD8, cytotoxiques, et en faisant qu'ils se disséminent dans tout l'organisme, avec une infiltration cellulaire, une destruction des tissus, et donc un décès par un multi-organ failure dans ce contexte. Donc, on s'est rendu compte petit à petit que la cytotoxicité dépendante de la sécrétion de granules cytotoxiques était altérée, et le mécanisme ou les mécanismes biologiques qui amènent à cette dégranulation ont été bien étudiés, et on peut maintenant on identifie à peu près 90% des formes de HLH d'origine génétique par mutation de différents gènes, la perforine, mais aussi MUC13.4, MUC18.2, syntaxine11, LIST dans le Sheliaki-Gashi, RA27A dans le syndrome de Griscelli de type 2, et puis AP3B1 ou CDC42, mais il y a aussi d'autres formes comme SAP, XIAP et d'autres protéines aussi. Alors, grâce à la compréhension de la physiopathologie, évidemment, qui est très importante, il a pu être développé une approche d'immunothérapie. Au départ, dans les années 80, avec du sérum anti-lymphocytaire, donc qui avait une couverture trop large. Et puis, avec l'avènement des anticorps monoclonaux, le Campact a permis de cibler plus spécifiquement les lymphocytes T. Donc c'est efficace, mais pas tout à fait, plus spécifique quand même que l'étoposide, mais pas aussi spécifique que ce qu'on voudrait quand même. Mais l'avantage, c'est qu'il y avait une toxicité moindre, notamment chez des enfants fragiles et tout petits. Et puis, l'interféron gamma a été bien démontré comme étant une cytokine jouant un rôle extrêmement important, et donc la neutralisation de cet interféron gamma semble être une piste intéressante.
Et il y a maintenant des données qui sont assez encourageantes, dont je vais vous montrer quelques résultats. Alors, ça, c'est sur des modèles murins que nos collègues américains de Cincinnati, Michael Jordan et collaborateurs, ont montré que dans les souris qui étaient déficientes en perforine, eh bien, le taux d'interféron gamma est extrêmement élevé dans les jours qui suivaient une infection virale, et que la survie des patients chez qui des souris chez qui on proposait un traitement par anti-interféron gamma était bien supérieure, hein, sur cette courbe de survie par rapport aux souris qui étaient traitées soit par d'autres cytokines, soit euh, par rien du tout. Donc, c'est vraiment très spécifique de cette cytokine. Et il existe maintenant un produit qui s'appelle l'emapalumab, qui est une forme, un anticorps qu'on peut proposer chez les patients, en tout cas dans les essais thérapeutiques, et qui est bien encourageante. Elle joue un rôle, notamment quand on s'intéresse à la signalisation en downstream du récepteur d'interféron gamma. Il y a des JAK1, JAK3, JAK2, pardon. Et là aussi, ça donne une piste thérapeutique intéressante en utilisant les inhibiteurs de JAK. Et d'autres collègues américains, plus récemment, donc vous voyez, publiés en 2020, ont montré qu'également, alors là, ils ont utilisé le ruxolitinib, pouvait améliorer la sensibilité des cellules à la dexaméthasone in vivo là, sur des modèles murins. Et il y a donc un protocole en cours pour ajouter le ruxolitinib au traitement, à la combinaison thérapeutique actuelle. Hein. Donc en soi, tout seul, ça n'est pas suffisant, mais ça peut permettre de renforcer l'efficacité des thérapeutiques actuelles et probablement aussi d'en limiter la toxicité. Mais les études sont en cours. Alors, je terminerai par le troisième sujet qui est l'actualité dans les thérapies géniques. Bon, la thérapie génique est encore du domaine expérimental pour beaucoup de déficits immunitaires. Ceci est basé sur la constatation, comme pour les skis de tout à l'heure, hein, que la greffe de cellules souches hématopoïétiques est un traitement fondamental, qu'on pouvait guérir des patients, mais qu'il y avait encore un taux de mortalité relativement important. C'est possible, c'est le cas dans d'autres formes de déficit immunitaire également que celle qui est présentée ici à titre d'exemple. Les grands principes de la thérapie génique, hein, de manière succincte, c'est de prendre les propres cellules souches hématopoïétiques du patient, de les transduire avec le gène dont la séquence a été fabriquée in vitro et dont on sait qu'elle est saine par rapport à la séquence du gène qui est mutée chez le patient. Et donc, par addition de ce transgène, en faisant une transfection des cellules souches hématopoïétiques du patient grâce à ce transgène porté à l'intérieur d'un virus qu'on a rendu défectif, hein, mais dont on garde les capacités de transfection des cellules, il va pouvoir donc intégrer le génome des cellules souches hématopoïétiques, se répliquer et faire son travail par l'ARN messager, puis la protéine. Ensuite, la fonction biologique permet de faire que cet enfant, ou ce patient, puisqu'on peut même faire des thérapies géniques chez les adultes, ce patient puisse recouvrer un état de santé satisfaisant et sortir de l'hôpital et vivre une vie normale. Alors, outre les déficits immunitaires combinés sévères qui ont été les premiers à démontrer que cela était envisageable, et c'est l'équipe d'Alain Fischer, Marina Cavazzana et Salima Hassan-Bey-Abina qui ont démontré que cela était possible pour la première fois chez l'homme dans les années 90-2000, eh bien, on a pu petit à petit étoffer les indications avec
le syndrome de Wiskott-Aldrich, la granulomatose septique chronique et d'autres, je vous montrerai après, sont en cours de développement. Alors l'avantage de la thérapie génique, on peut les mettre en miroir par rapport à ceux ou désavantages peut-être de la greffe de cellules souches hématopoïétiques, qui reste quand même une thérapeutique fondamentale qu'on utilise au quotidien à travers le monde et qui sauve les vies. Donc encore une fois, il n'y a pas d'opposition. Mais quand on compare, on se rend compte que donc, pour une greffe de cellules souches hématopoïétiques, on a besoin d'un donneur, idéalement un donneur de type 100% compatible qu'on trouve dans la fratrie. On peut parfois trouver un donneur 100% compatible dans les registres nationaux ou internationaux de donneurs volontaires de moelle osseuse, de cellules souches hématopoïétiques, mais ce n'est pas toujours le cas. Alors que là, pour la thérapie génique, eh bien, on a le donneur et le patient lui-même, ce qui fait qu'on n'a pas de risque de réaction du greffon contre l'hôte que l'on peut avoir quand on prend un donneur qui n'est pas le patient. Un des avantages quand même de la thérapie génique, c'est qu'on n'arrive pas à avoir 100% de cellules souches hématopoïétiques qui sont transduites. Alors, c'est un peu suffisant dans certaines pathologies, mais dans d'autres, ce n'est pas toujours suffisant. Et puis, il y a un process de culture de cellules, tandis que dans la greffe de moelle osseuse, ce sont les cellules prélevées directement du donneur et données parfois après manipulation spécifique au laboratoire, elles sont données ensuite aux patients. Alors, il y a peu de centres qui font de la thérapie génique. Je vous ai dit que c'était encore l'expérimental et de la recherche clinique. Néanmoins, ce qu'on peut faire, c'est quand on prélève l'enfant ou l'adulte, le patient, on peut faire voyager le prélèvement de cellules souches hématopoïétiques du patient au niveau du centre qui fait la thérapie génique. Le processus est fait là-bas et ensuite c'est renvoyé auprès du patient pour être ensuite administré. Donc il y a quand même une logistique qui n'est pas tout à fait simple, mais qui est quand même réalisable, au lieu d'envoyer le patient dans des pays parfois lointains, comme parfois même aux États-Unis. Donc il faut prendre en compte cela. On parle bien sûr de patients assez fragiles quand même. Alors, l'état des lieux de la thérapie génique dans les déficits immunitaires primitifs, il y a d'autres thérapies géniques dans d'autres pathologies. Donc, on voit que dans le SCID lié à l'X, il y a encore des essais cliniques. Le SCID par déficit dans l'ADA, eh bien, il y a des essais cliniques en cours, mais il y a un produit qui est disponible sur le marché, qui peut être administré. Alors, les autres formes de SCID pour lesquelles il y a des essais cliniques, c'est le déficit en Artémis ou le déficit en RAG1. D'autres formes moléculaires causant des SCID ont pu être tentées, alors parfois avec succès, parfois moins. D'autres sont en phase préclinique. Dans d'autres formes que les déficits immunitaires que les SCID, eh bien, il y a des essais cliniques pour le syndrome de Wiskott-Aldrich. Pour d'autres formes de déficit immunitaire, les choses sont encore en cours. Il y a même des formes de thérapie génique en préclinique pour la maladie de Bruton. Alors, pour la granulomatose septique chronique, des essais cliniques en France et ailleurs ont pu être menés, pareil pour le Wiskott-Aldrich aussi. Et puis d'autres, pour les syndromes d'activation macrophagique que j'ai évoqués juste avant, ou d'autres formes avec dysrégulation immunitaire, il y a aussi des essais en cours. Donc c'est encourageant, ça s'étoffe. On est encore, je dirais, dans les premiers pas de la thérapie génique, mais dans les prochaines années, décennies, on aura la possibilité d'avoir de nombreuses thérapies géniques pour nos patients. Voilà, je vais passer peut-être juste un élément sur le fait qu'il y a des essais maintenant, ou en tout cas des preuves de concept de thérapie génique qui visent non pas les cellules souches hématopoïétiques, mais qui vont cibler les lymphocytes T quand la pathologie que présente le patient est basée sur un dysfonctionnement des lymphocytes T, comme dans l'IPEX ou le CD40 ligand, ou la FHLH de type 3 ou 2, ou le XLP, un peu comme dans les CAR T-cells aussi. Voilà. Donc les choses évoluent progressivement.
Je crois que j'ai fini ici. Je vous remercie. Je suis prêt à prendre vos questions et je passe la parole à Virginie. Merci beaucoup, Nizar, pour cette présentation. En attendant l'arrivée des questions, j'en avais moi-même quelques-unes. Effectivement, la thérapie génique représente un espoir pour bon nombre de patients. Mais pour autant, ce que l'on constate en fait au niveau de l'association, c'est que nos patients sont obligés de voyager actuellement. Vous évoquiez le voyage des cellules plutôt que le voyage des patients. À quel horizon on peut espérer que ce soit les cellules qui voyagent et non plus les patients? Écoutez, c'est difficile de vous donner un horizon temporel. C'est en tout cas des discussions qui sont menées. C'est pas toujours simple quand même, effectivement, en termes de logistique, parce que vous avez peut-être, il faut congeler les cellules. Les conditions de transport peuvent faire que la qualité des cellules soit altérée, la transfection ne soit pas idéale, que les cellules meurent à la décongélation. Et donc, pour ces raisons-là, la situation reste encore un peu fragile en termes de transport, mais bon, les choses vont progresser certainement. Parce qu'on peut se dire que finalement, les États ont réussi à s'organiser pour faire voyager des millions de doses de vaccins sans rupture de chaîne du froid, notamment pour les vaccins avec ARN. Donc voilà, intellectuellement, on se dit que finalement, est-ce que ça peut être transposé aussi pour le voyage des cellules, hein? Oui, non, mais vous avez raison. Enfin, je veux dire, on a techniquement les solutions existent. Je pense que c'est pas du tout la même considération logistique quand on parle de doses de vaccins ou de millions par million, etc. Tandis que quand on parle peut-être ça semble contradictoire ou en apparence, mais quand on parle de prélèvements vivants, de cellules souches vivantes pour un patient, ça nous arrive à nous aussi, et à d'autres, j'imagine, qui sont peut-être présents sur ce webinaire ou qui l'écouteront, d'avoir des mauvaises surprises quand on fait voyager des prélèvements, même de sang, hein, en réalité. Et donc, il faut reprélever l'enfant ou le patient. Et c'est quand même probablement plus pratique d'avoir le patient à proximité quand même. Mais bon, encore une fois, ce que je veux dire, c'est que c'est de la prospective et il y a une réflexion et des actions qui sont menées pour faire que le prélèvement voyage dans de bonnes conditions et dans les deux sens pour la sécurité et l'efficacité de cette thérapie génique. Mais pour l'instant, on n'y est peut-être pas encore tout à fait. Parce qu'on voyait sur les dernières diapos, effectivement, qu'il y a très peu d'essais ouverts en France, voire même pas. Je pense notamment à l'ADA, finalement. Là, actuellement, pour les ADAS-Kids, la préconisation, c'est finalement une prise en charge sur 1000 ans via Streamvelis. Mais alors, du coup, Streamvelis, c'est plutôt une thérapie génique de première génération. Est-ce qu'il y a des éléments comparatifs avec d'autres thérapies géniques, comme celle qui a été testée sur l'hôpital Gauche à Londres, avec des résultats plus positifs ou plus encourageants? Qu'est-ce que vous en pensez du coup? Bah, effectivement, le médicament Streamvelis, qui est donc disponible sur le marché, est un médicament de thérapie génique. C'est le premier médicament mis sur le marché de thérapie génique pour les déficits immunitaires, et ça concerne les déficits en ADA. Et comme vous le rappelez très bien, c'est effectivement un vecteur viral qui est un vecteur viral de première génération, donc un rétrovirus dont la tolérance est bonne. Hein. Ce n'est pas le même profil de tolérance que pour les autres formes de STID ou de déficit immunitaire, mais et l'efficacité est bonne. À ma connaissance, les comparaisons entre ce médicament et la deuxième génération qui utilise des lentivirus, des formes de virus qui sont censées être plus, plus adaptées aux thérapies géniques, et c'est ce qui est donné dans les autres formes de thérapie génique, les Wiscodal-Rich, etc., sont
ne sont pas publiés, à ma connaissance, mais je peux l'avoir éventuellement manqué, mais on ne devrait pas avoir une efficacité, en tout cas dans les mois, les premiers mois, premières années post-greffe qui soit différente. Et on n'a pas le même recul, évidemment, puisque par définition, l'une est plus ancienne que l'autre, en termes, disons, d'innocuité ou d'effets secondaires. Mais normalement, avec les vecteurs de deuxième génération, on a beaucoup moins d'effets secondaires que ceux avec la première génération. Et encore une fois, dans l'ADA, il n'a pas été rapporté d'inquiétude particulière. Donc voilà, là pour l'instant, il n'y en a qu'un qui est commercialisé. Je pense que les vecteurs de deuxième génération vont pouvoir, à mon avis, être, en tout cas, les dossiers pour être commercialisés, enfin pour être, oui, commercialisés, pourront probablement être déposés aux autorités de santé ad hoc, mais ce n'est pas encore le cas. D'accord. Est-ce qu'on peut imaginer que la thérapie génique, je pense notamment pour les granulomatoses septiques chroniques, puisse concerner également les jeunes adultes ou est-ce que ça reste toujours des traitements plutôt à visée pédiatrique? Non, c'est envisageable. Hein. C'est envisageable pour la granulomatose septique chronique, c'est envisageable. Pour d'autres formes de déficit immunitaire, ça peut être un petit peu plus compliqué. Je pense notamment, bien sûr, aux déficits immunitaires qui touchent les lymphocytes T, donc les déficits immunitaires combinés ou KID, où là, quand on a 25-30 ans de thymus qui n'a pas très bien marché, qui est probablement déjà bien involué, c'est pas forcément un bon marqueur, enfin un bon état, disons, pour qu'une thérapie génique puisse s'installer et marcher sur le long terme. Merci. Mais tout ça, c'est des discussions qu'il faut évidemment avoir au cas par cas entre les équipes référentes, et parfois nous-mêmes nous sollicitons nos collègues qui font de la thérapie génique à l'étranger, parce qu'on est encore une fois là sur une sorte de frontière. Hein. On fait ça pour les premières fois, même si ça avance. On a l'impression peut-être que ça peut avancer moins vite que dans d'autres domaines. En réalité, c'est vraiment quelque chose que l'on fait quand même très régulièrement, les discussions qu'on a entre nous et puis l'évaluation de ce qui est le mieux à proposer pour les patients. Alors, je ne sais pas si nous avons des questions. A priori, je n'en vois pas arriver. Donc, ça veut dire que la présentation était limpide. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions. On a encore quelques minutes devant nous. Concernant le dépistage, est-ce que vous avez bon espoir qu'il puisse être inclus ou est-ce que pour le moment, c'est vraiment des discussions à l'autorité autorité de santé sans que ça puisse transparaître une quelconque décision finale à venir? Alors, nous, au sein du CEREDI, avec vous, Iris, avec bien sûr nos amis et collègues du CHU de Nantes hein, qui sont à l'origine de ce projet, qui ont monté ce magnifique protocole. Et on a pu, on fait vraiment un travail très important pour que tous les bébés naissant en France, hein, donc un peu moins de 800 000 naissances actuellement, puissent être universellement dépistés, hein, comme dans d'autres pays voisins en Europe et aussi d'autres pays à l'étranger. Et puis on a démontré que ça s'intégrait très bien hein, dans le parcours de dépistage actuel. Hein. On ne bousculait rien de parti, on ne bousculait rien qui existait déjà. La courbe d'apprentissage existe parce que c'est un nouveau dépistage, mais enfin, elle est très facile. Et le circuit existe bien avec le réseau national des centres des cliniciens du CEREDI, donc dans tous les CHU de France. Donc on a vraiment bien, on a démontré que c'est faisable en toute sécurité et en toute efficacité. Alors après, je pense peut-être que tout le monde le sait, mais il y a beaucoup de pathologies qui peuvent se dépister à la naissance. Hein. Et donc, c'est bien normal que
toutes les associations et tous les médecins soumettent aussi leurs dossiers auprès des autorités de santé dans la HAS. Et donc, il y a une sorte un peu quand même de compétition, si vous voulez. Puis il y a aussi le côté financier, même si on a démontré que, et d'autres équipes aussi à travers le monde ont démontré que c'était coût efficace. Il faut quand même fournir quand même un effort financier qui n'est pas tout à fait nul. Mais bon, c'est sûr que les arguments sont maintenant aux mains de la Haute Autorité de Santé qui est en train de les évaluer. Nous avons parfois des échanges et nous avons bon espoir quand même que l'écoute de l'HAS soit favorable pour nous. Oui, parce qu'on voit que finalement, d'autres pays l'ont mis en routine bien avant nous. Est-ce que finalement, ils l'ont mis en routine, mais est-ce qu'ils avaient des éléments aussi solides que nous, on a pu produire? Parce qu'effectivement, l'étude menée par l'équipe de Caroline Thomas et de Marie Audrin est une étude solide sur 200 000 naissances. Est-ce que finalement, on a l'impression que la France demande toujours presque plus que d'autres pays avant de mettre en place certaines innovations médicales. Est-ce que c'est une fausse idée ou... Eh bien, elle est vraie en partie. Non, mais c'est vrai qu'en France, on a été, et encore une fois, bravo à nos collègues de Nantes qui ont vraiment été à l'initiative de ce projet, d'Epistrec. On a été regardé au niveau européen et même au niveau international comme étant un projet pilote très important, parce que 800 000 naissances, c'est quand même pas rien. C'est vrai que bon, peut-être la lenteur, je ne sais pas comment qualifier autrement, mais oui, dont j'ai présenté probablement quelques raisons, en tout cas, juste dans la réponse précédente, font que on voit que les autres pays autour de nous, petit à petit, se mettent à screener. Alors, ils n'ont pas forcément aussi les mêmes demandes réglementaires, ni même les mêmes enjeux. On voit bien que peut-être un pays comme la Suisse, c'est un pays plus petit, et les choses peuvent peut-être se faire de manière plus rapide, dans les résultats plus rapidement, même si Depistrec a duré 4-5 ans. Et comme vous l'avez rappelé, 200 000 bébés en 2 ans, c'était quand même important, un gros effort. Et tout le monde a bien contribué. Et puis, mais si on regarde par exemple l'Angleterre, qui a souvent l'habitude peut-être plus réactive, disons, là, ils sont comme nous. Ils font partie du peloton, la deuxième moitié du peloton. Ils demandent tout un tas d'études, de contre-études, d'études ancillaires, etc. Donc, on n'est pas finalement si mal lotis, entre guillemets. On n'est pas les bons derniers de la classe au niveau européen, mais enfin, c'est vrai qu'on était plutôt dans le top au départ, il y a 10 ans de ça, quoi. Et voilà. D'accord. Je vous remercie beaucoup pour ces réponses. Merci à vous. Je propose que, effectivement, si nous n'avons pas d'autres questions, que l'on clôture ce webinaire. À nouveau, merci de votre participation sur l'ensemble de ces sessions. Et puis, une très belle soirée. Et encore merci à notre partenaire, CSL Behring. Merci, Nizar, pour votre participation. Merci à vous, merci à tous. Au revoir. Au revoir.